Dans cette vidéo, on va aborder la seconde rencontre entre Charles VII et Jeanne d'Arc. Et si ce n'est pas fait, je vous invite à voir la première vidéo qui traite la première rencontre entre le roi et Jeanne. Après avoir rencontré le roi probablement le 23 février 1429, Jeanne d'Arc va rencontrer officiellement le roi une seconde fois, mais cette fois-ci, ça sera dans des conditions très différentes. Si lors de la première rencontre ça s'est fait discrètement, ici on est dans une seconde rencontre qui a un double objectif, politique et également symbolique, puisque c'est lors de cette rencontre qu'elle va faire des révélations. C'est pour cela qu'on l'appelle la rencontre dite du cygne. Il faut noter cependant qu'avant cette rencontre, elle est envoyée à Poitiers afin d'y être interrogée et elle part avec Charles VII. On peut donc penser qu'elle a discuté avec lui à plusieurs reprises, mais de façon informelle, avant cette deuxième rencontre officielle. Après quelques jours à Chinon, Charles VII décide de l'envoyer à Poitiers afin d'y être interrogé cette fois-ci par une commission de clercs à la cause de Charles VII qui se sont réfugiés dans la ville. Comme le procès de Poitiers a disparu, on n'a pas les dates de sa présence sur place. On estime néanmoins qu'elle est restée au moins 4 semaines, voire jusqu'à 6 semaines environ, dans la ville de Poitiers. Il est très probable qu'elle arrive donc vers fin février à Poitiers et qu'elle repart vers la fin mars ou au pire début avril. On peut remarquer déjà, et c'est important, qu'elle va loger chez un notable lorsqu'elle arrive dans la ville. On peut en déduire donc qu'elle change déjà de statut, parce que elle va pas loger cette fois-ci dans un donjon, dans une tour lugubre ou dans une hostellerie, mais chez un notable, un proche du roi. Alors, comme je le disais, le procès de Poitiers a disparu. Peut-être qu'un jour, on va le retrouver dans les archives apostoliques du Vatican, qui sont quand même étalées sur 85 km de rayonnage. Et à l'heure actuelle, où je vous parle, il y a 80 000 manuscrits qui sont en cours de numérisation, avec déjà 40 millions de pages. Mais ce n'est rien par rapport aux 1,5 million de documents qui restent encore à archiver et à scanner. Lorsqu'elle revient à Chinon, elle y reste très certainement que quelques jours. Elle va loger chez une bonne femme, près du château de Chinon, comme elle le dira elle-même, très certainement une notable dans la ville. Malheureusement, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas qui c'est. Alors on peut envisager, puisque la rue Haute-Saint-Maurice est vraiment juste à côté, dans la ville fort du château, qu'elle y est, en tout cas, ou alors dans une rue avoisinante à la rue Haute-Saint-Maurice. Alors, ne vous trompez pas sur l'interprétation de bonne femme, puisqu'aujourd'hui, quand on dit c'est quoi cette bonne femme, ça a un côté très péjoratif. En fait, au Moyen-Âge, c'est exactement le contraire. On parle de bonne femme quand on parle d'une personne de bien. Donc, c'est très probablement une proche du roi, comme ça sera d'ailleurs dans la plupart des situations depuis Poitiers, puisque que ça soit à Rouen, Tours et dans d'autres villes, ce seront quasiment toujours des proches de Charles VII. Elle va rester très peu de temps lors de ce retour à Chinon, puisque même Perceval de Cagny, qui est un biographe et très proche du duc d'Alençon, explique qu'elle ne reste que très peu de temps dans la ville avant de rejoindre Saint-Florent-lès-Saumur où se trouve la famille du duc. C'est probablement aussi lors de ce retour à Chinon que se déroule la seconde rencontre officielle, dite du cygne, celle que nous voyons en général dans les films. On va aborder cette rencontre dans cette partie. Cette deuxième rencontre dite du cygne va se dérouler d'une manière totalement différente par rapport à la première. Comme je le disais précédemment, la première rencontre s'est faite dans un secret relatif, avec des proches du roi uniquement. Mais cette fois-ci, c'est très différent. On a la cour, pas au complet quand même, mais bien présente. Cette rencontre se fait dans la salle d'honneur, celle que nous voyons actuellement dans la vidéo. Cette rencontre est donc beaucoup plus politisée afin de la mettre en avant et de répandre la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'elle est envoyée de Dieu et que Dieu est du côté des Français et du côté de Charles VII. On appelle cette rencontre dite du cygne tout simplement parce qu'elle y fait une ou des révélations. En effet, Charles VII et Jeanne d'Arc vont avoir une entrevue à côté de la cheminée. A priori, c'est celle que nous voyons ici, même s'il y en avait 2 dans cette salle, dont une donc a disparu. Cette entrevue va durer un certain temps, peut-être 1 heure, une demi-heure, 2 heures, on ne sait pas vraiment. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est qu'elle a fait
une ou des révélations à Charles VII qui vont le rendre assez joyeux, assez heureux, tel que c'est décrit à cette époque. Ces révélations vont le conforter dans le fait qu'elle est une envoyée de Dieu, et c'est à partir de ce moment-là vraiment que la légende commence et qu'elle entre dans l'histoire. Ce qui est intéressant également, c'est que cette entrevue se fait devant tout le monde, mais que personne n'entend leur conversation. Et c'est assez malin encore une fois, puisque ça permet de garder un mystère sur ce qu'ils se sont dit, et puis ça permet également de montrer qu'il y a une discussion, une entrevue. Surtout, le comportement de Charles VII semble totalement changer par la suite. Il serait donc devenu, comme je le disais, plus joyeux, quasiment illuminé par ce qu'elle aurait fait comme révélation. C'est quelque chose qui est assez appuyé dans les témoignages de l'époque, ce qui confirmerait aussi peut-être que Charles VII est quand même quelqu'un de taciturne, un peu triste, peut-être usé par cette guerre qui dure depuis si longtemps. On le voit d'ailleurs un petit peu dans le portrait de Charles VII qui a été fait par Jean Fouquet vers 1450. On ne sait pas du tout ce qu'elle lui a dit et le mystère demeure encore aujourd'hui. Il n'y a aucun moyen, aucun élément aujourd'hui qui permettrait d'affirmer avec certitude ce qu'elle a pu lui dire. Néanmoins, on suppose qu'elle a pu lui donner des éléments comme le fait qu'il était vraiment le fils de Charles VI, puisqu'il y a eu des rumeurs, surtout lancées par les Anglo-Bourguignons, comme quoi il n'était pas le fils légitime de Charles VI. Une autre probabilité serait qu'elle aurait donné les prières que Charles VII aurait fait dans la basilique de Notre-Dame de Cléry, à côté d'Orléans, ce qui l'aurait convaincu puisqu'il était le seul à les connaître. Aujourd'hui, ce ne sont que des théories, c'est-à-dire que, en réalité, comme je le disais, on n'est sûr de rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une discussion qui a quand même duré un certain temps. Et probablement, ils ont dû échanger de façon soutenue, et comme je le disais, devant tout le monde, et ça a quand même son importance. Lors du procès de condamnation à Rouen, on l'interroge d'ailleurs à ce sujet, et elle ne veut pas répondre. Elle va même un peu se moquer d'eux, en leur disant, écoutez, allez voir Charles VII pour qu'il puisse vous répondre. Alors évidemment, c'est un pied de nez, puisque personne n'ira voir côté anglais ce que va leur répondre, ce que pourrait lui répondre Charles VII, et puis il est peu probable qu'il aurait répondu, en tout cas, à leurs questions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mystère demeure, mais c'est un élément important, puisque c'est grâce à cette rencontre, en tout cas dit du signe, que les choses vont vraiment changer, et que Jeanne d'Arc va commencer à rentrer dans l'histoire de France d'une manière fracassante.